Je suis désolée, j'ai tendance à égorger certains noms de personnages, notamment Ron, qui se prononce normalement Ron. Mais comme j'ai découvert les livres quand j'étais petite, que les films n'existaient pas, eh bien je les ai lus dans ma tête comme je pensais que ça se prononçait. Et du coup ce n'est que des années plus tard, quand les films sont sortis, que j'ai vu que ma prononciation était mauvaise, mais malheureusement mon cerveau a enregistré la mauvaise prononciation. Et du coup quand je lis le livre, c'est la mauvaise prononciation qui sort automatiquement. Donc je suis désolée si ça vous égorge les oreilles ou si ça vous embête un peu. Mais malheureusement je ne peux pas faire autrement. Voilà. Quand ils passèrent devant lui, il fit semblant de s'évanouir avec de grands gestes ridicules. Et tout le monde éclata d'un rire tonitruant. Ne fais pas attention à lui, dit Hermione, qui se trouvait juste derrière Harry. Ne t'en occupe pas, ça n'en vaut pas la peine. Hé, Potter, cria d'une petite voix aiguë Pansy Parkinson, une élève de Serpentard avec une tête de Pékinois. Potter, les détraqueurs arrivent. Potter, oh mon Dieu, je défaille. À la table des Gryffondors, Harry se laissa tomber sur une chaise à côté de George Weasley. Les emplois du temps des troisième années, dit George en les faisant passer. Qu'est-ce qui t'arrive, Harry? Malfoy, dit Ron. Il s'assit de l'autre côté de George et lança un regard furieux à la table des Serpentards. George leva les yeux et vit Malfoy qui faisait à nouveau semblant de s'évanouir de terreur. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ce petit crétin, dit-il d'une voix calme. Il était beaucoup moins fier hier soir, quand les détraqueurs sont venus fouiller notre compartiment. Tu te souviens, Fred? Il a failli faire pipi dans sa culotte, dit Fred, en jetant à Malfoy un regard de mépris. Je n'étais pas très à l'aise non plus, dit George. Ils sont vraiment horribles. On dirait qu'ils te gèlent les entrailles. Tu ne trouves pas? Dit Fred. Mais toi, tu ne t'es pas évanoui? Demanda Harry à voix basse. Laisse tomber, Harry, dit George en essayant de le réconforter. Un jour, papa a été obligé d'aller à Azkaban. Tu te souviens, Fred? Il nous a raconté que c'était l'endroit le plus effrayant qu'il ait jamais vu. Il en tremblait encore quand il est revenu. Ces détraqueurs ont le chic pour désespérer tout le monde. La plupart des prisonniers deviennent fous là-bas. On verra bien si Malfoy sera toujours aussi joyeux à la fin de notre prochain match de Quidditch, dit Fred. Gryffondor contre Serpentard, première rencontre de la saison. La première fois que Harry et Malfoy s'étaient trouvés face à face lors d'un match de Quidditch, Malfoy avait largement perdu. Un peu consolé, Harry remplit son assiette. Hermione examinait attentivement son emploi du temps. Ah, très bien. On a des nouvelles matières aujourd'hui, dit-elle ravie. Hermione, dit Ron en regardant par-dessus son épaule. Ils se sont complètement trompés dans ton emploi du temps. Regarde, ils t'ont collé une dizaine de cours par jour. Tu n'auras jamais le temps de tout faire. Je m'arrangerai. J'ai mis tout ça au point. Avec le professeur McGonagall. Excusez-moi. Impossible, répondit Ron avec un grand éclat de rire. Tu as vu le matin, 9 heures, divination, et en dessous, 9 heures, étude des moldus. Et, incrédule, Ron se pencha sur l'emploi du temps. Là, regarde,
faux semblant de s'évanouir, et des éclats de rire suivirent Harry jusqu'au pied de l'escalier de marbre. Il leur fallut longtemps pour parvenir à la tour nord. Malgré 2 années passées à Poudlard, ils ne connaissaient pas encore certaines parties du château, et c'était la première fois qu'ils se rendaient dans cette tour. Il doit bien y avoir un raccourci, Altaron, tandis qu'ils grimpaient leur 7e escalier. Ils arrivèrent sur un palier inconnu, où il n'y avait rien d'autre qu'un grand tableau représentant une vaste étendue d'herbe. « Je crois que ça doit être par là, » dit Hermione, en scrutant le couloir vide qui se prolongeait vers la droite. « Ça m'étonnerait, c'est la direction du sud. Regarde, on voit un bout du lac par la fenêtre. » Harry regardait le tableau, accroché au mur de pierre. Un gros bonnet gris, pommelé, venait d'apparaître dans le pré et s'était mis à brouter l'herbe d'un air nonchalant. À Poudlard, Harry avait l'habitude de voir les sujets des tableaux quitter leur cadre et se rendre visite les uns aux autres, et c'était toujours un grand plaisir pour lui d'assister à ces allées et venues. Un instant plus tard, un petit chevalier trapu, vêtu d'une armure, apparut à son tour dans un bruit de ferraille. À en juger par les traces d'herbe sur ses genouillères de métal, il venait de tomber de son bonnet. « Ah ah !» s'écria-t-il en voyant Harry, Ron et Hermione. « Qui sont ces manants qui s'aventurent sur mes terres? Serait-on venu s'esbaudir de ma chute? En garde, Maraud !» Stupéfaits, ils virent le petit chevalier tirer son épée et la brandir férocement en sautillant d'un air rageur. Mais l'épée était trop longue pour lui. Un moulinet un peu trop vigoureux lui fit perdre l'équilibre et il tomba face contre terre. « Vous ne vous êtes pas fait mal ?» s'inquiéta Harry en s'approchant du tableau. « Arrière, Maroufle! Arrière, Pandare !» Le chevalier reprit son épée et voulut s'appuyer dessus pour se relever. Mais la lame s'enfonça si profondément dans le sol qu'en dépit de tous ses efforts, il ne parvint pas à la récupérer. Il finit par se laisser retomber à terre et souleva sa visière pour s'éponger le front. « Écoutez, » dit Harry en profitant de ce répit, « nous cherchons la tour nord. Pourriez-vous nous indiquer le chemin ? » « Une quest, par ma foi !» La fureur du chevalier sembla s'évanouir aussitôt. Il se releva dans un cliquetis d'armure et cria « Suivez-moi, mes amis, nous obtiendrons ce que nous voulons ou périrons bravement à la bataille. » Il refit une vaine tentative pour arracher son épée du sol, essaya sans succès d'enfourcher son gros bonnet et s'exclama « Allons à pied, puisqu'il en est ainsi. Vaillants seigneurs et nobles dames, sus, sus donc !» Dans un grand vacarme de métal, il se précipita vers le côté gauche du cadre et disparut. Ils le suivirent le long du couloir en se guidant au bruit de son armure. De temps en temps, ils le voyaient réapparaître dans l'un des tableaux accrochés au mur. « Oh les cœurs, le pire est à venir !» s'écria le chevalier. Ils le virent alors surgir au pied d'un escalier en colimaçon. Il avait fait irruption dans un tableau qui représentait des dames vêtues de robes à crinoline, provoquant sur son passage des exclamations effarouchées. La respiration haletante, Harry, Ron et Hermione escaladèrent jusqu'à en avoir le vertige les marches étroites qui montaient en spirale.
besoin d'un noble cœur et d'un bras sans faiblesse, appelé à la rescousse le chevalier du Catogan. C'est ça, on vous appellera, marmonna Ron, si jamais on a besoin d'un maboule, ajouta-t-il lorsque le chevalier eut disparu. Ils montèrent les dernières marches et arrivèrent à un minuscule palier où les autres élèves de leur classe étaient déjà rassemblés. Il n'y avait aucune porte autour d'eux. Ron donna alors un coup de coude à Harry en lui montrant le plafond. Une trappe circulaire y était aménagée et une plaque de cuivre gravée indiquait « Sybil Trelawney, professeur de divination ». « Comment on fait pour monter là-haut » demanda Harry. Comme pour répondre à sa question, la trappe s'ouvrit brusquement et une échelle argentée descendit à ses pieds. Tout le monde se tut. « Après toi, dit Ron avec un sourire. » Harry monta l'échelle, le premier, et émergea dans la salle de classe, la plus étrange qu'il eût jamais vue. En fait, l'endroit n'avait rien d'une salle de classe. On avait plutôt l'impression de se trouver dans un vieux grenier aménagé en salon de thé à l'ancienne. Une vingtaine de petites tables circulaires entourées de fauteuils recouverts de chintz et de petits poufs rebondis occupaient tout l'espace. Une faible lumière rouge éclairait la pièce. Tous les rideaux des fenêtres étaient tirés et les foulards rouges enveloppaient les lampes. Il régnait une chaleur étouffante et une bouilloire de cuivre chauffée par les flammes d'une cheminée au manteau encombré d'objets divers répandait un étrange et capiteux parfum qui donnait presque la nausée. Les étagères qui recouvraient les murs circulaires étaient encombrées de plumes poussiéreuses, de bouts de chandelles, de jeux de cartes complètement usés, d'innombrables boules de cristal et d'un vaste choix de tasses à thé. Ron apparut à son tour derrière Harry, et bientôt les autres élèves se rassemblèrent autour d'eux en chuchotant. « Où est-elle » demanda Ron. Une voix douce, un peu voilée, s'éleva alors de la pénombre. « Bienvenue, dit la voix. Je suis heureuse de vous voir enfin dans le monde physique. » Harry eut d'abord l'impression de se trouver devant un gros insecte luisant. Le professeur Trelawney venait d'apparaître à la lueur des flammes de la cheminée. Elle était très mince, les yeux agrandis par de grosses lunettes et enveloppée d'un châle vaporeux orné de paillettes. Une quantité impressionnante de chaînes et de perles entourait son cou décharné, et des bras et des mains débordaient de bagues et de bracelets. « Asseyez-vous, mes enfants, asseyez-vous, dit-elle. Les élèves s'installèrent maladroitement dans les fauteuils ou s'enfoncèrent dans les poufs. Harry, Ron et Hermione s'assirent à la même table. « Bienvenue au cours de divination, dit le professeur Trelawney, qui avait elle-même pris place dans un grand fauteuil auprès du feu. Je suis le professeur Trelawney. Il se peut que vous ne m'ayez encore jamais vu, car je descends rarement dans les autres parties du château. L'agitation qui y règne trouble mon troisième œil. » Le professeur Trelawney ajusta délicatement son châle sur ses épaules et poursuivit. « Vous avez donc choisi d'étudier la divination, le plus difficile des arts magiques. Je dois vous avertir dès le début que, si vous n'avez pas le don de double vue, il y a peu de chances que je puisse vous enseigner quoi que ce soit. Les livres ne permettent pas d'aller bien loin dans ce domaine. » Pour information, on est en train de lire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.
ses gros yeux brillants fixant l'un après l'autre les visages anxieux de ses élèves. C'est un don qui n'est accordé qu'à un petit nombre. Vous, mon garçon, dit-elle brusquement à Neville, qui faillit tomber de son pouf. Est-ce que votre grand-mère va bien? Oui, je crois, répondit Neville d'une voix tremblante. Si j'étais vous, je n'en serais pas si sûr, dit le professeur Trelawney, dont les boucles d'oreilles en émeraude étincelaient à la lueur du feu. Neville parut mal à l'aise. Cette année, nous verrons les méthodes de base de la divination, poursuivit le professeur d'une voix paisible. Nous consacrerons le premier trimestre à la lecture des feuilles de thé. Le trimestre suivant, nous étudierons les lignes de la main. Ah, au fait, ma chérie, ajouta-t-elle en se tournant soudain vers Parvati Patil, il faudra vous méfier d'un homme aux cheveux roux. Parvati lança un regard étonné à Ron, qui était assis juste derrière elle, et éloigna son fauteuil de lui. Au troisième trimestre, reprit le professeur Trelawney, nous en viendrons aux boules de cristal, si nous en avons fini avec les signes du feu. Malheureusement, les cours seront interrompus en février à cause d'une épidémie de grippe. Je deviendrai moi-même aphone, et aux alentours de Pâques, quelqu'un parmi vous va nous quitter à tout jamais. Un silence tendu suivit cette affirmation, mais le professeur Trelawney ne sembla y prêter aucune attention. Je voudrais vous demander, ma chérie, dit-elle alors à la Van Brown, qui se recroquevilla dans son fauteuil, de me passer la plus grande des théières en argent. La Vente parut soulagée. Elle se leva, prit une énorme théière sur une étagère et la posa sur la table, devant le professeur Trelawney. Merci, ma chérie. Je vous signale au passage que ce que vous redoutez tant se produira le vendredi 16 octobre. Lavande se mit à trembler. Maintenant, je veux que vous fassiez équipe deux par deux. Prenez une tasse à thé sur l'étagère, venez me l'apporter et je la remplirai. Ensuite, vous vous assiérez et vous boirez le thé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les feuilles au fond de la tasse. Vous ferez tourner ces feuilles 3 fois dans la tasse avec votre main gauche, puis vous retournerez la tasse au-dessus de la soucoupe. Vous attendrez que la dernière goutte de thé soit tombée et enfin, vous donnerez la tasse à votre partenaire pour qu'il la lise. Vous interpréterez les formes obtenues en vous référant aux pages 5 et 6 de votre livre « Levez le voile du futur ». Je passerai parmi vous pour vous aider. Ah, et vous, ajouta-t-elle en prenant Neville par le bras alors qu'il s'apprêtait à se lever. Quand vous aurez cassé votre première tasse, j'aimerais bien que vous en preniez une bleue. Je tiens beaucoup aux roses. Et en effet, à peine Neville s'était-il approché de l'étagère aux tasses qu'il y eut un bruit de porcelaine brisée. Le professeur Trelawney se précipita avec une pelle et une balayette. Alors, maintenant, une bleue, si ça ne vous ennuie pas. Merci. Lorsque les tasses de Harry et de Ron eurent été remplies, ils revinrent à leur table et s'efforcèrent de boire le thé brûlant le plus vite possible. Puis, ils firent tourner les feuilles au fond des tasses, comme l'avait indiqué le professeur, les retournèrent pour que tombent les dernières gouttes de thé, et enfin se les échangèrent. Bon, alors, diront, tandis qu'ils ouvraient leurs livres aux pages 5 et 6. Qu'est-ce que tu vois dans la mienne? Un truc marron et tout mou, répondit Harry. La fumée odorante qui s'élevait de la bouilloire lui brouillait l'esprit et lui donnait sommeil. Ouvrez votre esprit, mes chéris. Laissez vos yeux voir ce qu'il y a au-delà des apparences, s'écria
chose qui pourrait bien être un soleil. Alors, attends, je regarde. Ça veut dire un grand bonheur. Donc, tu vas souffrir, mais tu seras très heureux. Tu aurais intérêt à faire vérifier ton troisième œil, si tu veux mon avis, diront. Tous deux réprimèrent un éclat de rire sous le regard perçant du professeur Trelawney. À moi, diront. Il regarda dans la tasse de Harry, le front plissé par l'effort. Il y a une espèce de boule qui ressemble un peu à un chapeau melon, annonça-t-il. Tu vas peut-être travailler pour le ministère de la magie. Il tourna la tasse dans l'autre sens. De ce côté-là, on dirait plutôt un gland. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parcourut les 2 pages du livre. Ah, une somme d'argent inattendue, de l'or qui arrive de lui-même. Très bien, tu vas pouvoir m'en prêter. Je vois aussi autre chose. Il tourne à nouveau la tasse. Ça ressemble à un animal. Oui, voilà la tête. On dirait un hippopotame. Non, un mouton. Le professeur Trelawney s'approcha d'eux, tandis que Harry laissait échapper un petit rire. Montrez-moi ça, dit-elle d'un ton réprobateur, en arrachant la tasse de Harry des mains de Ron. Tout le monde se tut et attendit. Le professeur Trelawney observait attentivement le fond de la tasse, en la faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le faucon, mon pauvre chéri, vous avez un ennemi mortel. Tout le monde sait ça, dit Hermione dans un murmure parfaitement audible. Le professeur se tourna vers elle. Tout le monde est au courant de l'histoire entre Harry et vous savez qui, poursuivit Hermione. Harry et Ron la regardèrent avec un mélange d'étonnement et d'admiration. Ils n'avaient encore jamais entendu Hermione parler de cette manière à un professeur. Le professeur Trelawney s'abstint de répondre. Elle reporta son attention sur la tasse de Harry et continua à la faire tourner entre ses doigts. La massue, une attaque. Mon Dieu, ce n'est pas une très bonne tasse. J'avais cru voir un chapeau melon, dit timidement Ron. La tête de mort. Il y a un grand danger sur votre chemin. Oh, mon pauvre chéri. Ah, regardez, on a une animation. Oh, trop bien, j'adore. Chut. Attendez, on la regarde. Donc là, vous avez... Oh, on a le chien qui apparaît. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a autre chose? Ah non, on a le dos de la tasse. Attendez, il n'y a pas autre chose. Je vérifie quand même parce que des fois, il y a des trucs un peu cachés, mais non. Je crois que c'est la seule chose qu'on peut bouger. Oh là là, qu'est-ce que c'est stylé. J'adore. Hop là. Comme paralysés, les élèves regardaient fixement le professeur Trelawney, qui fit tourner la tasse une dernière fois, eut un haut-le-corps. Un haut-le-corps? On dit pas haut-le-cœur. Et poussa un cri. Il y eut un nouveau bruit de porcelaine brisée. Neville venait de casser sa 2e tasse. Le professeur Trelawney se laissa tomber dans un fauteuil, les yeux fermés, une main étincelante posée sur son cœur. Mon pauvre garçon. Non, il vaut mieux ne rien dire. Ne me demandez rien. Qu'est-ce que vous avez vu, professeur? Demanda aussitôt Dean Thomas. Tous les élèves s'étaient levés. Lentement, ils se rassemblèrent autour de la table de Harry et de Ron et s'approchèrent du professeur pour jeter un coup d'œil à la tasse. Mon pauvre chéri, dit le professeur Trelawney, en ouvrant de grands yeux au regard tragique,
Sinistros est sur vous. Le quoi? Dit Harry. Il n'était pas tout à fait le seul à ne pas avoir compris. Dean Thomas le regarda en haussant les épaules, et la Van Braun avait l'air déconcerté. Mais presque tous les autres se tenaient la main devant la bouche, dans un geste horrifié. Le Sinistros, mon pauvre chéri, le Sinistros, s'écria le professeur Trelawney, qui semblait choqué que Harry n'ait pas compris. Le gigantesque chien fantôme qui hante les cimetières. Mon pauvre chéri, c'est le pire des présages. Un présage de mort. Harry sentit son estomac se retourner. Ce chien sur la couverture du livre, dans la librairie du chemin de traverse. Ce chien dans l'obscurité de Magnolia Crescent. La Van Braun, à son tour, plaqua la main devant sa bouche. Tout le monde avait les yeux tournés vers Harry. Tout le monde, sauf Hermione, qui s'était approchée par derrière du professeur Trelawney pour voir le fond de la tasse. « Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un Sinistros, dit-elle d'une voix neutre. Le professeur Trelawney contempla Hermione avec une hostilité grandissante. « Excusez-moi de vous dire ça, ma chérie, mais je ne perçois pas une très grande aura autour de vous. Vous ne semblez faire preuve d'une réceptivité très limitée aux résonances de l'avenir. » Hop là. Sinus Finnegan balança la tête de gauche à droite. « On dirait un Sinistros si on le regarde comme ça, » dit-il les yeux à demi fermés. « Mais, vu comme ça, on pense plutôt à un âne, » ajouta-t-il en penchant la tête vers la gauche. « Quand vous aurez décidé si je dois mourir ou non, vous me le direz, » déclara Harry, qui sembla surpris par ses propres paroles. À présent, plus personne n'osait le regarder. « Je crois que nous allons en rester là pour aujourd'hui, » dit le professeur Trelawney, de sa voix la plus mystérieuse. « Vous pouvez ranger vos affaires. » Silencieux, les élèves rapportèrent leurs tasses au professeur, rangèrent leurs livres et refermèrent leurs sacs. Même rond, à présent, évitez de regarder Harry. En attendant notre prochain cours, que la fortune vous soit favorable, dit le professeur Trelawney d'une voix faible. Ah, au fait, vous, ajouta-t-elle en montrant Neville, vous allez arriver très en retard à la prochaine fois. Alors, essayez de travailler un peu plus pour rattraper. Harry, Ron et Hermione descendirent l'échelle et l'escalier en silence. Puis, ils prirent la direction de la salle où le professeur McGonagall devait donner son cours de métamorphose. Ils avaient quitté le cours de divination de bonne heure, mais ils mirent tellement de temps à trouver la bonne salle qu'ils faillirent arriver en retard. Harry s'assit au fond de la classe. Il avait l'impression qu'un projecteur était braqué sur lui. Les autres élèves ne cessaient de lui lancer des regards furtifs, comme s'ils s'attendaient à le voir tomber mort à tout instant. Il entendit à peine ce que le professeur McGonagall leur raconta sur les animagi, les sorciers capables de se transformer en animaux. Merci beaucoup pour les cadeaux, c'est adorable. Et ne regarda même pas lorsqu'elle se métamorphosa elle-même en chat tigré, en conservant la marque de ses lunettes autour des yeux. « Enfin, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui ?» s'étonna le professeur McGonagall, qui reprit sa forme habituelle en émettant un pop semblable au bruit d'une bouteille de champagne qu'on débouche. C'est la première fois que mes métamorphoses ne déclenchent aucun applaudissement. Tous les regards se tournèrent à nouveau vers Harry, mais personne ne dit rien. Hermione leva alors la main. « Voilà ce qui s'est passé, professeur, dit-elle. Nous avons eu notre premier cours de divination
pratique. Les voyants véritables sont extrêmement rares et le professeur Trelawney, elle s'interrompit à nouveau, puis continua d'un ton naturel. Vous me paraissez en excellente santé, Potter. Aussi, j'ai le regret de vous annoncer que vous ne serez pas dispensé de faire votre prochain devoir. Mais si vous mourrez, je vous promets que vous ne serez pas obligé de me le rendre. Hermione éclata de rire, et Harry se sentit un peu mieux. Loin des lueurs rougeâtres et des parfums anesthésiants du professeur Trelawney, les feuilles de thé n'inspiraient plus les mêmes angoisses. Pourtant, tout le monde n'était pas encore rassuré. Ron paraissait toujours inquiet, et Lavande murmura « Et la tasse de Neville alors ?» Lorsque le cours de métamorphose prit fin, ils se mêlèrent à la cohue des élèves qui se... Chut, mon chat, chut. C'est pas l'heure. Je suis en train de lire une histoire au chat. Je te donnerai à manger après. Ils se mêlèrent à la cohue des élèves qui se précipitaient dans la grande salle pour le déjeuner. Allez, Ron, souris un peu, conseilla Hermione, en poussant vers lui un plat de ragoût. Chut, mon chat. Tu as bien entendu ce qu'a dit le professeur McGonagall. Ron remplit son assiette et prit sa fourchette, mais il ne mangea pas. Harry, dit-il à voix basse, et d'un ton grave. Tu n'as jamais vu de grand chien noir, n'est-ce pas? Si, répondit Harry. J'en ai vu un, le soir où je suis partie de chez les Dursley. Ron laissa tomber sa fourchette. Sans doute un chien errant, dit Hermione très calme. Ron regarda Hermione comme si elle était devenue folle. Hermione, si Harry a vu un Sinistros, c'est très mauvais signe, dit-il. Un jour, mon oncle Bilius en a vu un, et il est mort 24 heures plus tard. Simple coïncidence, répliqua Hermione d'un ton léger, en se versant un peu de jus de citrouille. Tu dis n'importe quoi, s'indigna Ron, qui commençait à se mettre en colère. La plupart des sorciers sont terrifiés par les Sinistros. Voilà l'explication, dit Hermione d'un air docte. Quand il voit le Sinistros, il meurt de peur. Le Sinistros n'est pas un présage, c'est la cause de la mort. Et Harry est toujours avec nous, parce qu'il n'est pas assez stupide pour se dire « Puisque j'en ai vu un, je n'ai plus qu'à rentrer les pieds sous terre. » Ron ouvrit la bouche sans rien dire, et Hermione tira de son sac son livre d'arithmancie qu'elle appuya contre la carafe de jus de citrouille. La divination, c'est très vague, dit-elle en cherchant sa page. Tout ça, ce sont des devinettes, rien de plus. Le Sinistros, au fond de cette tasse, n'avait rien de vague, s'emporta Ron. Tu n'en avais pas l'air aussi sûr quand tu as vu Harry. Tu n'en avais pas l'air aussi sûr quand tu as dit à Harry qu'il s'agissait d'un mouton, répliqua froidement Hermione. Le professeur Trelawney a dit que tu n'avais pas d'aura. Pour une fois qu'il y a une matière pour laquelle tu n'es pas doué, ça t'énerve. Il avait touché un point sensible. Hermione referma son livre d'arithmancie avec une telle violence que 2 morceaux de carottes et de viande volèrent en tous sens. Si être doué pour la divination signifie faire semblant de voir des présages de mort dans un tas de feuilles de thé, alors je crois que je ne vais pas continuer très longtemps à étudier. Ce cours était d'une nullité totale par rapport à ce qu'on apprend en classe d'arithmancie. Elle saisit son sac et s'en alla, d'un pas décidé. Ron la regarda partir en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qu'elle raconte ?» s'étonna-t-il. « Elle n'a encore jamais mis les pieds dans un cours d'arithmancie. » Harry fut content de sortir du château après déjeuner. La pluie qui était tombée la veille avait cessé. Le ciel avait pris une couleur gris clair et l'herbe était souple et humide sous leurs pas, tandis qu'ils se rendaient à leur premier cours de soins aux créatures magiques. Ron
marchaient en silence à côté d'eux sur la pelouse qui descendait en pente douce jusqu'à la cabane de Hagrid, en lisière de la forêt interdite. Lorsqu'il aperçut 3 silhouettes familières qui les précédaient, Harry comprit que les élèves de Serpentard allaient également assister au cours. Oh là là. Désolé pour le son qui vous a cassé les oreilles, ça m'a cassé les oreilles aussi. C'est les alertes TikTok. C'est les alertes TikTok qui se déclenchent quand je passe 1 heure de live et je n'arrive plus à désactiver le son ni à le diminuer, j'en suis désolée. Je profite de cette petite pause. Vous inquiétez pas, moi aussi j'ai eu archi peur, je suis désolée pour ça. Je profite de cette petite pause pour repréciser en effet que je prononce mal le nom de Ron, qui se prononce normalement Ron. J'égorge aussi d'autres noms, parce que quand j'étais petite, les films n'existaient pas, et quand j'ai lu les livres, je pensais que ça se prononçait Ron tout simplement. Et comme j'ai grandi avec cette mauvaise prononciation en tête, je n'arrive pas aujourd'hui à réussir à modifier cette prononciation. Donc je suis désolée si ça vous dérange un peu ou si ça vous fait titiller, mais malheureusement je n'arrive pas à lire en disant une autre prononciation, c'est ancré dans mon petit cerveau. Voilà. Allez, je continue. Le ciel était... Ah non, il se parlait plus, ça j'y était. En lisière de la forêt interdite. Lorsqu'il aperçut... Ah oui, les cours. Que Serpentard allait également assister au cours. Malfoy parlait avec vivacité à Crabbe et à Goyle, qui pouffaient de rire, et il n'était pas très difficile de deviner le sujet de leur conversation. Debout, devant la porte de sa cabane, Hagrid, vêtu de son grand manteau, Croque-Dur, son molosse à ses pieds, attendait les élèves. Il avait l'air impatient de commencer son cours. « Venez, venez, dépêchez-vous » lança-t-il. « Vous allez avoir une bonne surprise. Vous n'allez pas vous ennuyer, croyez-moi. Tout le monde est là? Très bien, suivez-moi. » Pendant un instant, Harry craignit que Hagrid les emmène dans la forêt interdite. Harry y avait fait suffisamment d'expériences désagréables pour ne pas avoir envie d'y remettre les pieds. Mais Hagrid resta en bordure des arbres et 5 minutes plus tard, ils se retrouvèrent devant une espèce d'enclos vide. « Rassemblez-vous le long de la barrière » cria Hagrid. « Voilà, comme ça. Il faut que tout le monde puisse bien voir. Alors, première chose, vous allez ouvrir vos livres. Comment on fait ?» demanda la voix glaciale et traînante de Draco Malfoy. « Quoi ?» dit Hagrid. Oh, regardez une magnifique illustration encore, elle est trop belle. « Comment on fait pour ouvrir nos livres ?» répéta Malfoy. Il sortit son exemplaire du monstrueux livre des monstres qu'il avait ficelé avec un morceau de corde. « Chut, mon chat, c'est pas l'heure. Non, c'est pas l'heure de manger. » Excusez-moi, je vais juste fermer la porte parce que sinon elle va nous embêter encore. Voilà. Oh. Décidément, c'est un peu le chaos ce live. Désolée. Allez, on reprend. Non mais vous inquiétez pas, la pauvre, elle a mangé à 19h30, elle va remanger après, elle a 4 repas par jour, elle a ce qu'il faut. Juste elle vient toujours quand je passe un moment avec vous parce que elle est jalouse, elle veut que je joue avec elle aussi. Tout de suite, madame veut faire la star tout le temps. On l'entend plus que moi sur les lives, il n'y a pas un seul live où on l'entend pas. D'autres élèves sortirent également les leurs. Certains, comme Harry, les avaient attachés avec une ceinture. D'autres les avaient serrés dans des sacs étroits ou les avaient fermés avec d'énormes pinces. Merci beaucoup, c'est très gentil. Personne n'a réussi
merveilleuse idée de nous faire acheter des livres qui essayent de nous dévorer la main. Silence, Malfoy, dit Harry à voix haute, à voix basse. Hagrid paraissait soudain abattu, et Harry ne voulait surtout pas que son premier cours se passe mal. Bien, alors, reprit Hagrid, qui semblait avoir perdu le fil. Donc vous avez vos livres et maintenant il ne vous manque plus que des créatures magiques. Je vais aller vous en chercher. Attendez-moi. Il s'éloigna et disparut dans la forêt. Vraiment, cette école est tombée bien bas, dit Malfoy d'une voix forte. Voilà que ce bon à rien est devenu professeur. Mon père va avoir une attaque quand je lui raconterai ça. Silence, Malfoy, répéta Harry. Attention, Potter, il y a un détraqueur derrière toi. Oh, s'exclama soudain la Von Braun d'une voix suraiguë, en pointant le doigt vers l'extrémité de l'enclos. Une douzaine de créatures parmi les plus bizarres que Harry ait jamais vues trottinèrent dans leur direction. Elles avaient le corps, les pattes arrière et la queue d'un cheval, mais leurs pattes avant, leurs ailes et leur tête semblaient provenir d'aigles monstrueux dotés de longs becs d'une couleur gris acier et de grands yeux orange. Leurs pattes avant étaient pourvues de serres redoutables d'une quinzaine de centimètres de long. Les créatures portaient autour du cou d'épais colliers de cuir attachés à de longues chaînes dont Hagrid tenait les extrémités dans sa main immense. « Allez, en avant !» rugit Hagrid en agitant les chaînes pour faire entrer les monstres dans l'enclos. Les élèves reculèrent d'un pas lorsqu'Hagrid attacha les créatures à la barrière devant laquelle ils étaient rassemblés. « Ce sont des hippogriffes !» annonça Hagrid d'un ton joyeux. « Magnifique, n'est-ce pas ?» Harry comprenait ce que Hagrid voulait dire. Une fois passé le choc de la première rencontre avec une créature mi-cheval, mi-oiseau, on pouvait apprécier l'éclat chatoyant de leur plumage qui se transformait en pelage, chacun d'une couleur différente: gris-bleu, vert bronze, blanc rosé, marron rouge ou noir d'encre. Bien, dit Hagrid en se frottant les mains, le visage rayonnant. Si vous voulez bien vous approcher un peu. Mais personne ne semblait en avoir envie. Harry, Ron et Hermione s'avancèrent cependant vers la barrière avec beaucoup de prudence. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les hippogriffes font preuve d'une très grande fierté, dit Hagrid. Ils sont très susceptibles. Surtout, ne les insultez jamais, sinon ce sera peut-être la dernière chose que vous aurez faite dans votre vie. Malfoy, Crabbe et Goyle n'écoutaient pas. Ils parlaient à voix basse, et Harry avait la désagréable impression qu'il cherchait le meilleur moyen de provoquer un incident. On doit toujours attendre que l'hippogriffe fasse le premier geste, poursuivit Hagrid. C'est une créature très attachée à la politesse. Il faut s'avancer vers lui, le saluer en s'inclinant et attendre. S'il vous salue à son tour, vous avez le droit de le toucher. Sinon, je vous conseille de filer très vite parce que, croyez-moi, leurs griffes font du dégât. Alors, qui veut essayer le premier ? Pour toute réponse, la plupart des élèves
Attention maintenant, Harry, dit Hagrid à voix basse. Tu as croisé son regard. Essaye de ne pas scier. Les hippogriffes se méfient quand on cligne des yeux trop souvent. Harry sentit des picotements dans ses yeux, mais il s'efforça de ne pas les fermer. Buck avait tourné vers lui sa grosse tête pointue, et ses yeux orange le fixaient d'un regard féroce. C'est ça, très bien, Harry, dit Hagrid. Maintenant, incline-toi. Harry n'avait pas très envie d'exposer sa nuque à la créature, mais il fit ce que Hagrid lui disait. Il inclina brièvement la tête, puis se redressa. L'hippogriffe continua de le regarder, d'un air hautain, sans faire le moindre geste. « Ah !» dit Hagrid, qui semblait contrarié. « Bon, recule maintenant. Il ne faut rien brusquer. » Mais, à cet instant, à la grande surprise de Harry, l'hippogriffe plia soudain ses pattes de devant et s'inclina profondément. « Bravo, Harry !» s'exclama Hagrid enchanté. « Vas-y, tu peux le toucher maintenant. Caresse-lui le bec. » Harry estimait qu'il aurait bien mérité de repasser de l'autre côté de la barrière, mais il s'avança malgré tout vers l'hippogriffe et tendit la main. Il lui caressa le bec à plusieurs reprises, et l'animal ferma paresseusement les yeux, comme s'il y prenait plaisir. Les élèves applaudirent à tout rompre, sauf Malfoy, Crabbe et Goyle, qui paraissaient terriblement déçus. « Parfait, Harry, dit Hagrid. Je crois qu'il va te laisser monter sur son dos maintenant. » L'idée n'avait rien de séduisant. Harry était habitué à piloter des balais, mais il n'était pas sûr de pouvoir aussi facilement chevaucher un hippogriffe. « Grimpe sur son dos, juste derrière les ailes, dit Hagrid, et fais bien attention à ne pas lui arracher de plumes. Il n'aimerait pas ça du tout. » Harry posa un pied sur l'aile de Buck et se hissa sur son dos. L'hippogriffe se releva, mais Harry ne savait pas à quoi se tenir. Il n'avait que des plumes à portée de main et craignait d'en arracher une. « Allez, vas-y !» rugit Hagrid en donnant une tape sur l'arrière-train de la créature. Et soudain, des ailes de 4 mètres d'envergure se déployèrent de chaque côté de Harry et se mirent à battre. Harry eut tout juste le temps de s'accrocher au cou de l'hippogriffe avant que celui-ci s'élève dans les airs. Ce n'était pas du tout la même chose qu'un balai, et Harry sut immédiatement ce qu'il préférait. Des ailes immenses qui battaient à ses côtés lui cognaient les jambes en menaçant de le désarçonner. Les plumes luisantes glissaient sous ses doigts, mais il n'osait pas serrer plus fort. Harry regrettait la souplesse de son imbus de mille. Il était ballotté en tous sens par l'arrière-train de l'hippogriffe, qui montait et descendait au rythme de ses battements d'ailes. Buck décrivit un cercle au-dessus de l'enclos, puis il piqua vers le sol. C'était le moment que Harry redoutait le plus. Lorsque la créature baissa le cou, il se pencha en avant avec l'impression qu'il allait glisser par-dessus sa tête. Il parvint cependant à se cramponner jusqu'à l'instant où il sentit un choc sourd. Les pattes dépareillées de l'hippogriffe venaient de se poser par terre. Harry put alors se redresser, sain et sauf. « Beau travail, Harry !» s'exclama Hagrid, tandis que tout le monde, sauf Malfoy, Crabbe et Goyle, applaudissait bruyamment. « Quelqu'un d'autre veut essayer ?» Enhardis par le succès de Harry, les autres élèves pénétrèrent prudemment dans l'enclos. Hagrid détacha un par un les hippogriffes, et bientôt tout le monde s'inclina devant la créature avec une certaine appréhension. Malfoy, Crabbe et Goyle avaient choisi Buck. Celui-ci s'était incliné devant Malfoy, qui lui caressait le bec d'un air dédaigneux. « C'est très facile, dit Malfoy de sa voix traînante, suffisamment fort pour être sûr que Harry l'entende. C'est forcément facile si Potter y est arrivé. Je parie que tu
de secondes plus tard, Hagrid s'efforçait à grande peine de remettre son collier à Buck, qui essayait de se jeter sur Malfoy. Ce dernier était recroquevillé dans l'herbe, et une tache de sang s'élargissait sur sa robe de sorcier, sous le regard des autres élèves, saisis de panique. « Je meurs !» hurla Malfoy. « Regardez, je meurs! Cette bestiale m'a tué !» « Tu ne meurs pas du tout, » répliqua Hagrid, qui était devenu livide. « Aidez-moi, il faut le sortir d'ici. » Hermione courut ouvrir la porte de la barrière, pendant que Hagrid hissait sans peine Malfoy sur son épaule. Harry fit une longue et profonde entaille dans le bras de Malfoy. Du sang coulait sur l'herbe, et Hagrid se mit à courir en direction du château. Bouleversé, le reste de la classe le suivit, en se contentant de marcher. Les élèves de Serpentard se déchaînaient contre Hagrid. Ils devraient le renvoyer sur le champ, dit Pansy Parkinson en larmes. C'était la faute de Malfoy, répliqua Dean Thomas. Crabbe et Goyle gonflèrent leurs biceps d'un air menaçant. Lorsque les élèves montèrent les marches de pierre, le hall d'entrée était désert. « Je vais aller voir comment il va, dit Pansy, qui disparut dans les étages. » Sans cesser de vilipender Hagrid, les Serpentards s'éloignèrent en direction de leur salle commune, située dans les sous-sols du château. Harry, Ron et Hermione montèrent l'escalier pour rejoindre la tour de Gryffondor. « Tu crois que ce n'est pas trop grave ?» demanda Hermione préoccupée. « Bien sûr que non. Madame Pomme-Fraîche peut faire disparaître n'importe quelle coupure en une seconde, » répondit Harry, qui avait fait soigner ses blessures bien plus sérieuses par l'infirmière au don magique. « C'est terrible que ce soit arrivé pendant le premier cours de Hagrid, » dit Ron, inquiet. « On peut faire confiance à Malfoy pour tout gâcher. » À l'heure du dîner, ils furent les premiers à descendre dans la grande salle, en espérant voir Hagrid, mais il n'était pas là. « Ils ne l'ont quand même pas renvoyé, j'espère, » dit Hermione d'une voix anxieuse, sans toucher au contenu de son assiette. « Ils n'ont pas intérêt, » dit Ron, qui ne mangeait pas davantage. Harry regardait la table des Serpentards, où plusieurs élèves, parmi lesquels Crabbe et Goyle, étaient profondément absorbés dans leur conversation. Harry aurait parié qu'ils étaient en train de mettre au point leur propre version de l'incident. En tout cas, on ne peut pas dire qu'on s'est ennuyé pour ce premier jour de la rentrée, marmonna Ron d'un air sombre. Après le dîner, ils remontèrent dans la salle commune de Gryffondor et essayèrent de faire le devoir que le professeur McGonagall leur avait donné. Mais aucun d'eux n'arrivait à se concentrer. Ils ne cessaient de jeter des coups d'œil par la fenêtre. Alors oui, en effet, j'en profite pour en faire une petite pause. J'écorche certains noms de personnages, notamment celui de Ron et de Malfoy, qui ne se prononcent pas comme ça. Mais j'ai découvert les livres quand j'étais petite. Il n'y avait pas les films à l'époque, je ne savais pas comment ça se prononçait. Donc je les ai prononcés comme je pensais que ça se prononçait. Et j'ai grandi pendant des années en pensant que ça se prononçait comme ça. Et du coup maintenant je n'arrive plus à faire retour en arrière pour changer la prononciation. C'est ancré en moi avec la mauvaise. J'en suis désolée si ça vous dérange. Il y a de la lumière dans la cabane de Hagrid, dit soudain Harry. Ah non, il ne cessait de jeter des coups d'œil par la fenêtre. Il y a de la lumière dans la cabane de Hagrid, dit soudain Harry. Ron consulta sa montre. Si on se dépêche, on peut aller le voir. Il est encore tôt, dit-il. Je ne sais pas si c'est prudent, répondit lentement Hermione. Harry vit qu'elle le regardait. J'ai le droit de me promener dans l'enceinte de l'école, y compris le parc, dit-il. Sirius Black n'a pas encore réussi à passer le barrage des détraqueurs, que je sache. Ils rangèrent leurs affaires, sortirent de la salle commune et descendirent jusqu'à la porte d'entrée, sans rencontrer personne, ce qui leur évita d'avoir à justifier leur présence
sûrement un record, dit-il d'une voix pâteuse. Un professeur qui se fait renvoyer dès le premier jour. On n'avait encore jamais vu ça. Vous n'avez pas été renvoyé, Hagrid, s'exclama Hermione. Pas encore, dit Hagrid d'un ton accablé, en buvant une longue gorgée de ce que contenait la chope. Mais c'est une simple question de temps, après ce qui est arrivé à Malfoy. Comment va-t-il demanda Ron, tandis qu'il s'asseyait autour de la table. Ce n'était pas grave. Madame Pomme-Fraîche a fait ce qu'elle a pu pour le soigner, répondit sombrement Hagrid. Mais il dit qu'il souffre terriblement. Il gémit sans cesse, le bras couvert de bandages. Il joue la comédie, affirma Harry. Madame Pomme-Fraîche est capable de soigner n'importe quelle blessure. L'année dernière, elle m'a fait repousser la moitié des os. On peut compter sur Malfoy pour profiter au maximum de la situation. En bras de chemise et en tenue décontractée, un peu négligée. Oh, merci beaucoup pour l'explication, c'est adorable. Bien entendu, le conseil d'administration de l'école a été informé, dit Hagrid. Ils estiment que j'ai vu trop grand pour mon premier cours. J'aurais dû attendre un peu pour parler des hippogriffes et commencer par les Veracras ou quelque chose comme ça. C'est entièrement ma faute. C'est la faute de Malfoy, Hagrid, dit Hermione avec gravité. On est témoins, dit Harry. Vous nous avez prévenu que les hippogriffes attaquent quand on les insulte. Malfoy n'avait qu'à vous écouter. Nous allons raconter à Dumbledore ce qui s'est vraiment passé. Ne vous inquiétez pas, Hagrid. On vous soutiendra, dit Ron. Des larmes apparurent dans les yeux noirs de Hagrid et coulèrent au coin de ses paupières, craquelées de rides. Il saisit Harry et Ron par les épaules et les serra contre lui dans une étreinte à leur rompre les os. Je crois que vous avez suffisamment bu, Hagrid, dit Hermione d'un ton décidé. Elle prit la chope et sortit de la cabane pour la vider. Elle a peut-être raison, approuva Hagrid, en lâchant Harry et Ron qui s'écartèrent d'un pas chancelant en se frottant les côtes. Hagrid s'arracha de sa chaise et rejoignit Hermione au dehors, la démarche incertaine. Harry et Ron entendirent alors un bruit d'éclaboussure. Qu'est-ce qu'il a fait s'inquiéta Harry, tandis qu'Hermione revenait dans la cabane avec la chope vide. Il a plongé la tête dans le tonneau d'eau, répondit-elle en rangeant la chope. Hagrid réapparut, les cheveux et la barbe ruisselant d'eau. Ça va mieux, dit-il, en se secouant comme un chien mouillé, les trempant tous les trois de la tête aux pieds. C'était très gentil à vous de venir me voir. Je suis vraiment... Hagrid s'interrompit et regarda Harry comme s'il venait de s'apercevoir de sa présence. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» rugit-il brusquement. Si brusquement que tout le monde fit un bond. « Tu n'as pas à traîner dehors quand il fait nuit, Harry. Et vous deux, vous le laissez faire. » Hagrid se précipita sur Harry, lui saisit le bras et le poussa vers la porte. « Allez, dit Hagrid avec colère, je vais vous ramener au château, tous les trois, et que je ne vous y reprenne plus à venir me voir après le coucher du soleil.